Plein les fouilles. Elon Musk, crétin en chef. USB-C lent comme du Lightning. Bouton tactile pour l'iPhone 15. Un peu plus large s'il te plaît, monsieur Belkin. Vendredi 28 octobre 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 267. Bonjour à toutes et à tous. Dans un contexte économique difficile, Apple fait plus que tirer les marrons du feu avec plus de 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires et presque 21 milliards de dollars de bénéfices, soit une hausse de 8% par rapport au même trimestre de l'an dernier. Tels sont donc les résultats du 4e trimestre fiscal d'Apple annoncé hier soir jeudi pendant la traditionnelle conférence téléphonique dédiée aux analystes financiers. Une bonne santé financière insolente face au contexte mondial difficile. Toutes les catégories sont en croissance, à l'exception notable de l'iPad à nouveau. Apple, cela dit, n'est pas seul puisque Microsoft a aussi annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 11% et Amazon en hausse de 15%. De son côté, Samsung, l'un des principaux concurrents d'Apple, a annoncé un chiffre d'affaires de plus de 54 milliards et un bénéfice de presque 8 milliards. Alors Fabrice, ça veut dire que la tech ne connaît finalement pas la crise ? On pourrait le penser, en tout cas, on en a déjà parlé dans la quotidienne et dans iWeek aussi du fait que malgré l'augmentation des prix, par exemple des iPhones, en Europe pour le moins, ça n'empêchait pas le marché du très haut de gamme de bien se porter et Apple d'en vendre par camion. Ce qu'on peut noter malgré tout, il semble que pendant le conf call avec les analystes, Tim Cook a bien dit les résultats du Mac par exemple sont très bons ce trimestre-là, mais le trimestre prochain peut-être qu'ils seront pas aussi bons. Donc, il me semble que c'est ce qu'on dit d'autres entreprises aussi. Globalement, ça veut dire que la crise va peut-être quand même les rattraper un peu. On verra bien. En tout cas, comme d'habitude, Apple n'est pas à plaindre. Petite chose concernant l'iPad, on voit que c'est un marché qui a quand même vraiment du mal à décoller. Ils en vendent pour des milliards de dollars naturellement, mais c'est pas un très gros marché pour eux. C'est le seul trimestre d'une année sur l'autre qui baisse parmi toutes les catégories. Vraiment, Apple a du mal à convaincre globalement avec son iPad quand même. Donc je pense qu'il s'est loin de remplacer et l'ordinateur et encore moins le téléphone. Donc on va voir ce que ça donne et on va en parler un petit peu plus tard, mais les malheurs de l'iPad 10 ne vont pas aider Apple à faire mieux dans le domaine. Ça y est, c'est officiel, Elon Musk a bien fini par racheter Twitter en déboursant les 44 milliards de dollars promis. Pour l'occasion, il a changé la description sur son profil pour se proclamer Chief Tweet, que l'on pourrait traduire, Fabrice, par crétin en chef. Alors bien sûr, il a voulu faire référence au fait qu'il devenait PDG de Twitter, mais avec un trait d'humour. Est-ce que cet humour t'a fait rire, Fabrice ? Alors oui et non, je pense qu'on a l'habitude des déclarations un peu à l'emporte-pièce d'Elon Musk. Ce qui m'a gêné le plus en fait, c'est qu'il y a déjà un chief tweet sur internet. C'est un type qui s'appelle Léo Laporte, qui est un des grands du podcast depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais plus, qui a créé son réseau de podcast et qui s'appelle, il y a la première émission qu'il a créée qui s'appelle This Week in Tech. Et This Week in Tech, donc les initiales, ça fait TWIT, donc tweet. Et donc, justement, avec humour, il s'est lui-même appelé Chief Tweet. Et donc, Elon Musk veut lui piquer son titre. Et ça, je trouve pas ça drôle parce que le pape du podcast, c'est Léo Laporte et c'est pas Elon Musk. Après, ça c'est pour l'anecdote. Donc, Twitter risque de changer. Le PDG de Twitter, Agrawal, a déjà été viré, en gros, par Elon Musk. Donc il va y avoir des changements. Je suis un peu réservé sur la personnalité d'Elon Musk, mais en même temps, j'ose espérer qu'il ne sera pas tout seul à gérer tout ça. On va voir. Je pense qu'on est beaucoup à être en état d'attente sur les évolutions de Twitter. Les premiers tests en profondeur du nouvel iPad de 10e génération sont arrivés et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne déclenchent pas l'enthousiasme. Dans iWeek, notre podcast hebdo, on avait déjà fait la liste des points que l'on trouvait
problématiques. Le prix, bien sûr, 200 € de plus, on le rappelle, et aussi le choix de la compatibilité avec l'Apple Pencil de première génération qui utilise une prise Lightning pour se recharger et se jumeler à la tablette, alors que l'iPad 10 est passé à l'USB-C. Un choix bizarre, rendu encore plus contestable quand on voit que les tests de taux de transfert réalisés sur la chaîne YouTube MaxTech montrent que l'USB-C de l'iPad 10 ne va pas plus vite qu'un port Lightning classique, qui est limité aux 480 mégabits seconde de l'USB 2. Fabrice, je suppose que ça va pas t'aider à changer d'avis sur cet iPad 10. Effectivement, alors j'avais trouvé comme nom à l'iPad 10 l'iPad paresseux, parce que je trouvais que Apple avait pas fait beaucoup d'efforts pour produire un nouvel iPad qui soit vraiment intéressant. Et voilà que ces tests semblent conforter mon avis. J'ai vraiment pas envie de cet iPad, j'ai vraiment pas envie de le conseiller à qui que ce soit, c'est vraiment dommage qu'ils aient fait ça. C'est vraiment un peu un entre-deux, c'est très difficile à comprendre. Donc voilà, ça a pas l'air d'être une machine formidable. Je voulais aussi rappeler un petit truc, astuce, pour ceux qui auraient cet iPad et qui en seraient contents malgré tout et qui ont un Apple Pencil de première génération. Donc on rappelle que Apple a créé un adaptateur Lightning vers USB-C pour pouvoir justement charger l'Apple Pencil de première génération avec le chargeur USB-C et compatible avec la prise de l'iPad 10. Si on perd l'adaptateur, on peut quand même charger son Apple Pencil de première génération dans la prise Lightning de son iPhone. Étonnant, non ? Voilà, donc au moins si on n'a plus de batterie dans son Apple Pencil, on peut le recharger un petit peu et ensuite continuer à l'utiliser sur son iPad. Et alors à propos du choix de cette Apple Pencil de première génération à port Lightning, j'ai eu l'occasion de participer à un briefing avec un responsable produit chez Apple en visio. Et donc on lui a posé la question évidemment de ce choix, si ce n'est bizarre, en tout cas contestable. Sa réponse a été de dire que c'était une bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient déjà un Pencil de première génération. Et que c'est pour cette raison-là qu'ils ont fait le choix de cette compatibilité-là, pour ne pas les obliger à passer à un autre Pencil, alors qu'ils en avaient peut-être déjà un. Et du coup j'en ai profité pour lui poser la question de ce fameux nouveau Pencil qui a été évoqué sur Internet ces derniers jours, pour lui demander de quoi il s'agissait, s'il s'agissait d'un Pencil 1 potentiellement USB-C qui allait sortir, ou alors d'une version repackagée du Pencil Lightning avec l'adaptateur dans la boîte. Et donc c'est bien cette deuxième option, c'est-à-dire que si vous achetez un Pencil 1 aujourd'hui, ce sera une nouvelle référence et l'adaptateur sera fourni dans la boîte. On sait que l'USB-C devrait arriver aussi sur l'iPhone 15 en espérant que sa vitesse ne soit pas bridée, mais l'analyste Kuo Ming-chi, comme tu l'appelles Fabrice, prévoit que ce ne serait pas le seul gros changement matériel de l'iPhone de septembre 2023. Selon lui, les boutons physiques de volume et de mise en veille marche-arrêt seraient remplacés par des boutons tactiles vibrants, chacun muni d'un Taptic Engine, comme sur le bouton d'accueil des iPhone 7 en leur temps, mais aussi sur les trackpads des MacBook. Cette technologie permet de donner l'impression que l'on clique ou que l'on appuie sur le bouton, alors même que celui-ci reste parfaitement immobile. Qu'est-ce que tu en penses, Fabrice ? Est-ce que tu y crois ? Est-ce que ce serait une bonne idée ? Alors, j'y crois plutôt parce que Apple essaie vraiment de remplacer les boutons physiques, notamment pour rendre les iPhones encore plus résistants à l'eau, à la poussière. C'est pour ça aussi qu'on dit que peut-être, plutôt qu'un USB-C, il y aurait un iPhone sans prise du tout, pour éviter d'avoir un trou dedans. Moi, je suis plutôt client de ces boutons tactiles. Ça fait donc des années maintenant que j'utilise un trackpad, un pavé tactile, aussi bien sur un MacBook que sur le bureau. J'ai un pavé tactile sur le bureau. Je trouve que c'est très bien, c'est très agréable à utiliser et très précis. En fait, la seule chose qui me chagrinerait, c'est que les boutons, qui soient tactiles ou pas, restent en opposition. Ça, c'est ma bataille. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le bouton marche-arrêt et de l'autre les boutons de volume. Et quand on cherche à changer le volume d'un podcast, par exemple, on fait une capture d'écran parce qu'on appuie sur les deux côtés en même temps. Donc, tactile ou pas, j'espère qu'ils vont changer ça aussi.
Enfin, si vous souhaitez utiliser votre iPhone comme webcam avec votre Mac ou votre écran externe, vous serez content d'apprendre que Belkin travaille à une deuxième version de son support MagSafe qui jusque-là n'était adapté qu'aux écrans des MacBook Fabrice. Oui, alors c'était bizarre, on l'avait remarqué dans la quotidienne justement, c'est que ce support, donc il y a une sorte de petit crochet, de petit rebord qui était très fin pour s'adapter aux écrans fins des MacBook. Et donc on pouvait pas le poser sur le haut d'un écran externe qui est forcément plus épais. Donc il y aura une deuxième version. Alors du coup je me pose la question, est-ce que cette deuxième version sera utilisable, elle, sur les MacBook justement, ou est-ce qu'elle sera trop épaisse? Donc finalement, je trouve que le support de Belkin, en plus d'être un peu cher, et pour l'instant d'être en exclusivité sur le magasin d'Apple, est pas forcément celui qui est le plus adapté. Il y a des concurrents qui commencent à sortir. J'en ai vu un, je crois que la marque c'est Moft, M-O-F-T, alors pour l'instant peut-être sûrement aux États-Unis seulement, qui propose une solution que j'aime bien, c'est quelque chose qu'on colle sur l'écran du MacBook, donc on pourrait sûrement le faire sur un écran externe, et ensuite ça se déplie et il est MagSafe et on peut mettre l'iPhone dessus, mais ça veut dire que comme c'est collé au MacBook, c'est très plat, on peut le conserver tout le temps avec soi et donc utiliser son iPhone comme webcam n'importe quand, très facilement. J'espère bien que ça va arriver en France plutôt que uniquement avoir ce support Belkin. Eh ben, croisons les doigts. La quotidienne iWeek Reviens lundi.